C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno de référence, je veux dire comme ça, animé par moi-même, Alain McKenna et Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour, Monsieur McKenna. Est-ce que tu entends les outardes passer au-dessus de ta tête depuis quelques jours? C'est la D'habitude, saison. c'est toi qui parles de la météo. Là, c'est moi. T'en as une bonne parce que j'avais aucune référence. La seule chose que j'avais en tête, c'est de vous rappeler que nous sommes des humains qui disons des vraies choses. Alors, ceci n'est pas une image générée par ordinateur. Écoute, il y a un truc qui s'appelle Radio GPT qui propose de remplacer une station de radio complète par des animateurs avec des voix synthétiques qui vont chercher l'information sur les réseaux sociaux, entre autres les résultats sportifs sur les sites des fédérations comme ça, Radio GPT. Alors peut-être ça va donner Podcast GPT qui va être généré entièrement par des animateurs virtuels, mais tu as tout à fait raison. On est des vraies personnes et pour nous permettre de manger, on a des partenaires. Pour 2023, TELUS, qui nous aide, merci beaucoup, Planob, Jura, qui sont là. Jura qui nous rappelle que si vous aimez le café, vous allez aimer la machine à café Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu à votre choix, avec du lait ou non, dans une délicieuse boisson caféinée ou pas. Vous avez un affichage super simple pour choisir la boisson que vous voulez, avec un ajustement précis de lait, de café et d'eau. Le nettoyage est super facile. La Jura E8, allez la voir dans la salle de montre chez Edika sur Saint-Laurent à Montréal. C'est comme un puits de Formule 1. C'est formidable. Yes, je dis bonjour à Plan Hub. Je vous rappelle que si vous ne voulez pas être pris les culottes à terre, comme c'était le cas du ministre de l'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada, qui a été blâmé sévèrement par la vérificatrice générale du Canada cette semaine. Ottawa était capable de savoir si le déploiement promis d'Internet et du sans-fil dans les régions atteint la cible. Ils n'ont aucun moyen de vérifier comment ça avance. Aucun moyen de vérifier si les prix baissent comme c'est promis. Et pourtant, ils n'arrêtent pas de dire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire baisser les prix. Allez sur Plan Hub parce qu'ils vont vous le dire comment faire baisser les prix de vos forfaits. Ça se négocie. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, et n'hésitez jamais à appeler vos fournisseurs régulièrement, leur demander s'il y a des promotions, des nouvelles offres, des choses qui peuvent vous aider. Il y en a qui sont super gentils. J'ai appelé TELUS l'autre jour, super gentil. Alors, des fois, c'est juste d'appeler et d'être gentil, nous aussi. Ça marche aussi c'est gentil. Des fois, il y a des nouveaux forfaits. Votre forfait peut être bonifié pour le même prix et des fois moins cher. On voulait ne pas parler, on commence comme ça, en ne parlant pas de la fameuse pause, la fameuse lettre ouverte, le moratoire sur l'intelligence artificielle. 1000 personnes qui disent il faut arrêter le développement, prendre une pause sur l'intelligence artificielle. On n'en parle pas. On va prendre une pause de 6 mois, nous, pour en parler dans 6 mois seulement. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire, savoir où est-ce que ça nous a mené. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bruit autour de cette conversation-là. Là, on commence à s'inquiéter sur les origines complotistes de l'organisme qui supporte la lettre. On commence à s'inquiéter sur... Le signal a été envoyé. Il va y avoir des projets de loi mis en place. Ça va s'avancer. Ça va être intéressant de suivre l'évolution de la technologie qui va continuer quand même à être mise en place. Mais non. Oui, je me permets de mettre un point de vue controversé là-dessus. Je trouve que la lettre ouverte en ce moment, 1000 signataires d'une lettre qui a été publiée par le Future of Life Institute, un organisme qui est en partie financé par Elon Musk. Donc, c'est un peu ses passions, c'est un peu ses intérêts qui sont derrière ça. Là-dessus, il y a Joshua Bengio qui a signé la lettre, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Je trouve que c'est une lettre qui arrive un peu tard parce qu'après avoir vendu l'importance de se lancer dans l'intelligence artificielle, d'investir dans les... Là, tout à coup, là, c'est les mêmes personnes font « Ah, ben là, peut-être qu'on pourrait prendre une pause de 6 mois. » Je trouve ça triste. Je pense que la lettre, c'est un peu comme se mettre du bon côté de l'histoire. Se dire « Hey, c'est comme on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça. On veut s'assurer qu'on a écrit à quelque part que, ouais, faut réfléchir. » Alors que depuis le début, je pense, chaque article ou chaque reportage sur l'intelligence artificielle faisait réfléchir sur les dangers de l'intelligence artificielle. On pense toujours à Terminator comme résultat ultime. Il y avait toujours cette blague-là qui circulait. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, Alain.
On en a Voilà, assez parlé déjà. on en reparlera quand il y aura quelque chose de plus concret pour donner suite à l'histoire. On va quand même aller tout de suite à l'actualité, si tu veux bien, Pascal. L'actualité Mhm. qui est présentée par InfoBref. Si vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité, ben abonnez-vous à l'infolettre matinale d'InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles au Québec et dans le monde. Essayez ça, infobref.com. C'est facile, rapide et efficace. Et c'est Mhm. certifié, même s'il n'y a pas de petit crochet bleu à côté. Parce que ça, Non, c'est c'est l'autre ça. affaire. Le petit crochet bleu, quelle valeur a ce crochet? Moi, j'en ai aucune idée. Personnellement, je Et pense c'est que ça. l'authenticité ne tient pas simplement à ce crochet bleu, mais là, il va disparaître. C'est-à-dire que moi, je vais perdre mon crochet si je ne paye pas. C'est ça que tu me dis sur Twitter. Exactement. J'ai vu le message en me connectant sur Twitter. J'ai eu peur que ça ait été fait il y a quelques semaines, mais je me suis connecté sur Twitter, puis ils disent, hey, à partir du 1er avril, c'est pas une blague, on va perdre notre crochet bleu vérifié sur Twitter. Et quelqu'un m'a tout de suite fait remarquer que le crochet est blanc. C'est l'espèce de ruban autour qui est bleu. Le crochet lui-même est blanc. Je trouve ça très drôle de l'avoir remarqué. Le ruban qu'on a obtenu gratuitement, le petit crochet bleu qui certifie qu'on est une vraie personne, que j'ai obtenu en écrivant Twitter, en mettant une pièce d'identité, en soumettant des articles, en Mhm. indiquant que j'étais bien Pascal Forgette, le journaliste techno, que j'espère vous appréciez et suivez sur Twitter, vont disparaître. Donc, il va falloir payer pour avoir ce petit crochet bleu. À partir du 15 avril, encore plus fort que ça, seuls les comptes payants vont être recommandés dans le fil de nouvelles Twitter. Donc, vous ne verrez plus, si vous n'êtes pas abonné ou si vous ne me suivez pas, vous ne verrez plus mes tweets dans votre fil d'actualité. C'est une mesure qui, selon Elon Musk, en tout cas ce qui est écrit dans un tweet évidemment, préviendrait l'invasion de bots. On sait qu'une des raisons pour lesquelles il a voulu acheter Twitter puis qu'il a renégocié le prix, c'était pour éviter les faux comptes. Selon moi, ça pullule sur Twitter. Le Oh nombre de oui. faux comptes sur pullule se sont incroyablement bien faits, très réalistes, suivent des personnes, mais je suis suivi par tellement de gens qui n'ont pas rapport d'un peu partout avec des photos anonymes, un peu louches, enfin, trop louches. Mhm. Donc, c'est seuls les comptes payants qui vont aussi pouvoir voter dans les sondages sur Twitter. On peut s'entendre que ça, c'est Il un n'y a rien de peu. scientifique là-dedans. Mhm. Ça n'a pas rien de scientifique là-dedans, mais on s'entend que le but, c'est que seuls les vrais comptes payants sont de vraies personnes. Et Mhm. là, je me dis, on avait un beau problème informatique, le test de Turing, qui permettait de déterminer si on était un robot ou une machine. Avec l'arrivée des intelligences artificielles, c'est de plus en plus difficile de dire est-ce que c'est quelqu'un qui m'écrit de l'autre côté. Mais là, si tu lui dis, envoie-moi un paiement, à moins que la machine ait un compte de banque, Ah ah. alors, je prédis que les intelligences artificielles, dans un futur proche, vont avoir un compte en banque pour s'inscrire à différents services, pour pouvoir publier sur ces différents services et avoir de l'information que les intelligences artificielles qui n'ont pas de compte en banque ne pourront pas obtenir. Si je suis une intelligence artificielle ou si je suis le créateur d'une intelligence artificielle qui a un faux compte sur Twitter, je lui achète un Bitcoin et je la fais tweeter sur l'avantage de détenir des Bitcoins pour que le Bitcoin prenne de la valeur et que ça Voilà, autofinance le fait d'être sur Twitter. Je viens de trouver un totalement. modèle économique. Prenez pas de notes, je vais le faire, je vais devenir riche. Je suis certain que déjà, des fraudeurs, des arnaqueurs commencent déjà à se préparer un budget pour euh, payer pour des comptes certifiés, pour se faire passer pour des gens, et ainsi de suite. C'est certain, certain, certain. À Donc, le paiement suivre. n'est pas une solution. La certification, évidemment, c'est délicat. Ça demande de valider, que des humains valident que tu es bien la personne que tu dis être. Voilà. Mais je ne pense pas que le paiement. Donc, moi, je ne compte pas payer. Je ne sais pas ce que tu comptes faire. Je suis curieux. Je vais peut-être être le seul à ne Ben, pas s'il y payer. avait une Peut-être que je vais promesse changer d'idée. de respect s'il y avait vraiment une valeur de confidentialité, de respect des données, tout ce qu'on décrit là, des médias sociaux gratuits actuellement qui récupèrent notre information et qui vont faire de l'argent avec ailleurs, Exactement. si ça évitait ça, là, je serais intéressé. Même là, je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, de payer pour contribuer à Twitter, si c'est juste pour dire ton avis puis ventiler en regardant des séries télé, mais quand tu es un créateur de contenu, puis j'aime pas ça me décrire comme ça, mais je pense contribuer avec des opinions qui sont informées, disons ça comme ça, Mhm. validées et tout, ça m'insulte d'avoir à payer pour donner du contenu pertinent pour les utilisateurs de Twitter. Tu sais que Je me permets de croire que je suis pertinent pour les des utilisateurs de jeunes Twitter. personnes qui s'exhibent sur OnlyFans sont considérés des créateurs de contenu en passant. Et voilà. Je ne suis pas rendu là, à moins que la demande se mette à Désespérés. devenir vraiment importante. Ça se peut que j'ai besoin de manger à un moment donné. Ces temps-ci, vas-tu croire, je m'amuse sur Reddit.
Ben, c'est un forum. C'est Internet, avant d'être Internet, était essentiellement un gros forum comme Reddit. Donc, Exactement. Fait qu'il y a plein de règles, mais au moins c'est gratuit. On peut mettre son contenu là. Évidemment, tu peux te faire downvoter pour un oui ou un non ou l'air du temps, mais je trouve qu'il y a quelque chose de relativement intéressant dans le concept de Reddit et de la. peut-être que c'est la renaissance de Reddit avec tout ce qui se passe, parce que Facebook aussi, bientôt, va falloir payer pour y accéder de façon moins Si on tombe à là-dessus, suivre. ça va être épouvantable. On avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais on va en parler On n'en parle différemment. pas. Différemment. Parce que ChatGPT, qui inquiète beaucoup les gens qui s'inquiètent de ces choses-là, est animé par un moteur de compréhension et de génération du langage naturel qui s'appelle le GPT-4 sur la version Plus. Ça a été lancé l'automne dernier sur GPT-3, qui était la version précédente du moteur. Et là, ça en vient, malgré tous les avertissements et toutes les demandes de gens, dont le PDG d'OpenAI qui crée, qui développe GPT-5, qui est attendu probablement d'ici la fin de l'année. Déjà, on parle d'une version 4.5 de l'outil pour quelque part au courant de l'été ou à la fin de l'été prochain. Et la version GPT-5 serait donc mise en ligne à la fin de l'année. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler malgré tout de cette évolution-là parce qu'on le sait, quand on est passé de GPT-3 à GPT-4, dans la quantité d'informations englouties par l'outil, par les algorithmes de cette intelligence artificielle-là pour ensuite régénérer du langage d'une façon qui se comprend bien, qui a un certain suivi, qui a une prise en compte du contexte. Bon, ben, tout ça. Qui semble humaine. Ça, on lit rapidement. C'est jusqu'à 1000 fois plus performant dans GPT-4 que ce l'était dans GPT-3. Donc, entre autres choses, l'exemple qu'on donne, c'est que si vous vous abonnez à ChatGPT+, qui coûte 20 $ par mois, l'outil peut vous donner des contenus, peut vous répondre à vos demandes dans une capacité maximum de 25 000 mots, alors qu'avant, c'était 3 000 mots. Donc, elle est vraiment capable de réfléchir et de produire un contenu de très grande qualité, pas mal plus long que ce qu'elle pouvait faire avant. Et là, ça en viendrait une version de GPT qui s'appelle GPT-5, qui serait dans le même ordre de grandeur en termes d'amélioration par rapport à GPT-4. On approche de quelque chose d'assez intéressant parce que déjà, on peut en ce moment faire passer le test de Turing à GPT-4 et elle le passe haut la main. Le test de Turing, on le sait, c'est une capacité de raisonner. C'est pas juste de dire « Ah, telle année, Napoléon a fait telle chose » ou « tel barrage Hydro-Québec a été inauguré à tel moment », mais c'est de raisonner, de donner une question je veux dire développement, mais une question vraiment qui nécessite de penser, qu'on ne connaît pas la réponse, mais si on déduit des choses, on arrive à la réponse. Et là, ça, c'est déjà passé. Donc, cet élément pourtant très important dans toute œuvre de science-fiction qui porte sur les robots, ben voilà que c'est réglé. Donc, la prochaine version de GPT pourrait donner naissance, et on s'approche beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le AGI, l'intelligence générale artificielle, qui serait essentiellement une espèce d'encyclopédie du savoir qui permettrait de trouver la solution à tous vos problèmes si un humain l'a déjà fait. Donc, par exemple, si votre évier est bouché, elle va vous dire comment faire de la plomberie pour régler le problème. Si vous manque un ingrédient pour votre gâteau, elle va vous dire comment contourner le problème pour créer le meilleur gâteau au chocolat de votre vie. Elle va vous dire comment équilibrer votre budget personnel. Elle va peut-être Et ça, pour moi, ça va être l'élément déclencheur. Elle va peut-être pouvoir vous aider à remplir votre déclaration de revenus et à faire vos impôts. Oh mon Dieu, ça prend une intelligence Ça, c'est le moment pivot. Je pense qu'il faut mettre ça dans l'agenda. Le jour où un outil comme celui-là permet de faire ça, là, on a quelque chose. Mais ça s'en viendrait, semble-t-il, donc dès la fin de l'année. Donc, ce que je vous dirais, c'est ceci. Premièrement, prenez bonne note que le développement de l'arrêt du développement de 6 mois, apparemment, n'est pas écouté même par les gens qui veulent que ça se fasse. Donc là, on a une conversation intéressante à avoir. Et on risque beaucoup de parler de cette expression-là, l'intelligence générale artificielle, qui risque de faire évoluer l'intelligence artificielle à ce niveau-là. Et là, de partir de là, on pourra discuter des risques et des potentiels. Je disais récemment qu'il y a 300 millions d'emplois dans le monde qui sont menacés par cet outil-là actuel. Des emplois qu'on comprend sont taxés beaucoup sur le travail d'information. Parce qu'on on parle pas de robots physiques, on parle de l'intelligence artificielle, mais honnêtement, ça s'en vient, ça continue. Donc, faut pas arrêter d'y penser, faut pas arrêter de se pencher sur la question. Et on risque d'en entendre parler prochainement. Mais GPT-5, prenez des notes, ça va être assez fascinant comme mise à niveau. Il n'y a aucun doute. Et peut-être la verra-t-on, cette nouvelle version de GPT, dans Bing, éventuellement. Je te voyais réfléchir, Alain, pour faire comme bon pour les ChatGPT. Tu fais des liens ici. Des liens commandités dans les réponses du nouveau Bing. On a trouvé un modèle, c'est ça, parce que l'enjeu, c'est de faire des sous avec ça pour Microsoft. Exactement. Et là, on aurait trouvé la façon d'en faire. Non seulement faire des sous, mais comme Microsoft l'indique, un de ses souhaits, on le prend comme avec un grain de sel si on veut, mais ce serait de continuer d'encourager des liens
lien vers les sites, parce qu'on Mhm. siphonne de l'information, excuse-moi, on prélève de l'information de différents sites. On veut pouvoir que les gens puissent cliquer et retourner vers ces sites-là, un peu de la même façon que Bard, l'intelligence artificielle de Google, va donner des liens, ses références, ses sources. J'ai pris ça de ce site-là. On Mhm. peut juger en tant qu'humain s'il est crédible ou non. Il semble que Bing a décidé de mettre des choses, des liens commandités dans ses réponses. Donc, si en ce moment on lui demande trouve-nous la meilleure pizza, on va nous proposer des suggestions tirées de plusieurs sites de critiques culinaires. C'est pas super idéal parce qu'il y a certains sites qui sont plus objectifs que d'autres, mais on va nous dire tel site suggère ça, tel site suggère ça. Mais imagine qu'on te dit que selon Pizza Hut, la meilleure pizza, c'est la Pizza Hut. Oh. Ouh! Là, il y a un petit logo à côté, heureusement, qui fait indiquer que c'est une pub. C'est Pizza Hut qui a payé pour que sa pizza soit mentionnée dans la réponse. Mais là, ça va complètement brouiller les pistes. Si tu as une réponse, C'est ça, à ce niveau-là. Ce qu'on pourrait faire, ben c'est oui, créer une publicité connexe du genre « Voici les meilleures pizzas recommandées par la conscience humaine sur Internet. » En passant, Pepsi fait dire que son savoureux breuvage brun qui contient une quantité incroyable de sucre est le meilleur accompagnement de votre pizza. Et ça serait une pub. On aurait quelque chose de pas pire. C'est sûr que ça on s'en aurait va quelque vers chose. ça éventuellement, il n'y a aucun doute. Moi, j'espère que, bon, c'est marqué d'un lien publicitaire, donc on le répète, ça va être ça, mais pour moi, ça diminue beaucoup l'intérêt de converser. Imagine que je te dis, hey Alain, tu me demandes c'est quoi le meilleur appareil techno? Eh bien, en tant que pascalforget.com, sur mon site pascalforget.com, je propose, en passant, c'est pas ça, pas en toute la meilleure option. Il y a Non, mais quelque les chose de gens vont sur contradictoire Instagram là-dedans. regarder des créateurs de contenu qui sont influenceurs, qui sont payés par les fabricants pour vanter C'est leurs ça qui est produits. drôle, Donc, c'est que le mécanisme est là déjà. Et là, on Bing l'intègre à un devient un automatisme. influenceur avec tout ce qui est épouvantable là-dessus. Ce qui est Est-ce la qu'on bonne va nouvelle, pouvoir c'est que demander nous gardons notre valeur ajoutée en étant des gens qui sont indépendants, n'est-ce pas, détacher? de On ce ne genre reçoit de pas modèle d'argent financier. pour Voilà. parler des produits, contrairement à d'autres gens sur Internet qui prétendent être objectifs quand même. Mais c'est tout le temps un peu douteux parce que sinon leur contrat n'est pas renouvelé. Donc, on pourra demander, est-ce qu'on va pouvoir demander à Bing des liens? Je veux des réponses, mais sans lien publicitaire. Moi, j'aimerais ça. Avec un Je veux pas de ad pub. blocker Dis-moi, intégré. voilà, comme ça. Est-ce qu'on pourrait aussi intégrer, ce qui serait peut-être plus intelligent comme piste, je suggère ça à Microsoft, je donne des solutions généreuses ici, est-ce qu'on pourrait intégrer la possibilité qu'il y ait un lien pour commander la meilleure pizza? Si je pense que ma pizza est bonne, je dis à Bing, je te donne un montant d'argent. Si ma pizza est recommandée, Fais-moi toi livrer ta aussi, tu peux pizza. la commander directement, offrir une promotion. Pas bête, ça. Peut-être que ce serait une solution plus avantageuse de dire non Ben, un seulement c'est la modèle va meilleure se pizza, trouver, c'est sûr. Ben oui, c'est mais en sûr plus, que. tu as 10 de rabais parce qu'on a fait une entente. Encore une fois, si tu es la meilleure pizza, tu n'as peut-être pas besoin, tu n'as peut-être pas envie de payer Bing, Microsoft pour que ta pizza soit. En théorie, la pizza devrait parler d'elle-même. Non, C'est ma mais croyance personnelle. DoorDash ou Uber Eats pourraient devenir des annonceurs en voulant dire si tu veux la meilleure pizza recommandée par Bing, je vais te la livrer. Et là, tout le monde s'échange un peu d'argent et le modèle économique est trouvé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon point. C'est délicat. On va faire un peu de millage sur Microsoft, mais pour d'autres raisons, parce que ceux qui ont cette mémoire-là se rappellent que Microsoft a déjà eu une position tellement dominante dans le marché du système d'exploitation et du PC qu'il a fallu démanteler, en fait, il a fallu obliger Microsoft à arrêter de bundler, d'inclure Explorer, son navigateur web, dans Windows parce que c'est une position dominante. Et là, on recommence à discuter d'une position de monopole pour Microsoft. Ça se discute présentement en Allemagne qui s'inquiète de cette situation-là là, dans son marché domestique. C'est le Bureau fédéral des cartels d'Allemagne, il s'appelle comme ça. C'est le bureau de la concurrence, mais le mot cartel m'interpelle dans cette expression qui enquête sur la place importante occupée par Windows et la suite Office en Allemagne. C'est une domination, évidemment, qui, bon, on pourrait imaginer qui est limitée à seulement ce créneau-là, mais quand on commence à faire la liste des produits et des applications qui existent, pour les gens dans le monde des entreprises et pour le grand public, ça commence à faire beaucoup. Surtout que cette domination-là est en train de se transposer du côté des services en nuage. Là. Azure et OneDrive sont les deux exemples principaux. Azure, c'est l'équivalent de AWS chez Amazon. C'est une plateforme. J'imagine que l'Allemagne est dans une situation particulière parce que Amazon a une plus grosse présence de beaucoup dans le marché des hébergements en nuage que Microsoft. Microsoft est numéro 2, mais c'est une lutte à finir entre ces deux-là. Et au niveau des services gouvernementaux, particulièrement ici au Canada aussi, je pense que Microsoft a une bonne présence.
Et c'est ce qu'on dit aussi en Allemagne. OneDrive, c'est l'outil pour synchroniser des fichiers un peu partout à travers le nuage. Et on ajoute à ça ensuite LinkedIn, qui est le réseau social pour les professionnels. On parle souvent de Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, mais on parle rarement de LinkedIn et pourtant sa position est quand même assez intéressante dans ce marché-là. Il y a la plateforme Xbox qui est énorme dans le jeu vidéo. Passant à Teams, qui est maintenant partout. Hein, tout le monde, les grandes entreprises utilisent massivement Teams, les gouvernements, le système scolaire ici, plein de choses. Oui. Et là, Bing, on en parlait avec ChatGPT. Des grosses mises à jour de Teams s'en viennent. En plus. Je donne des formations là-dessus. Là, mon passe-temps, ma job de jour, je donne des formations sur Microsoft. Il y a des grosses mises à jour sur Teams qui va probablement encore une fois augmenter son adoption dans les entreprises. On comprend Microsoft, évidemment, d'espérer le succès de ses produits. On a manqué le virage avec Skype, donc Teams vraiment fait ce virage-là. Bref, tout ça mis ensemble, ça fait beaucoup pour l'Allemagne qui se dit, peut-être qu'il y a moyen de regarder ça. L'Allemagne qui est très sévère avec les champs technologiques, elle a déjà fait la même enquête là, par rapport à Google, Meta, qui est l'ex-Facebook, et Amazon, et les trois ont dû payer. Il y a eu des conséquences pour les trois là-bas. Donc, ça va être intéressant de suivre ça pour Microsoft. Notons aussi qu'Apple est dans la mire du bureau allemand de la concurrence depuis juin 2021. Oui. La question du App Store sur Apple, on en a déjà parlé. Des positions dominantes comme ça qui embêtent et qui, surtout, sont renforcées par cette absence d'interopérabilité entre les différentes plateformes, les appareils, et ainsi de suite. Donc, à suivre. Mauvaise nouvelle pour Microsoft, peut-être bonne nouvelle pour le marché général des technologies et peut-être aussi une source d'inspiration pour le Québec et le Canada là, qui, clairement, aimerait peut-être voir sa propre industrie du numérique être plus florissante. À suivre. Ce sont les actualités de la semaine, les amis. Créées, filtrées, triées par des vrais humains. Donc, il faut savoir qu'il y a une intelligence derrière tout ça. On prend une courte pause et parlant de filtrer, curation et tout le kit, on va parler de musique classique parce que c'était le lancement cette semaine de l'application Apple Classic pour écouter de la musique sur son iPhone, la musique classique. On reçoit un expert en musique, Christophe Huss, qui est notre chroniqueur musical au devoir, qui est un fin connaisseur de la chose, mais qui a aussi une bonne appréciation de la technique derrière. On va faire le lien entre Apple, Québécois et Cobuzz dans une seule phrase, je pense aussi, quelque part dans le milieu de l'entrevue. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une Tasse de Tech, édition musicale. J'aimerais ça dire que nous sommes en version classique, mais on serait comme plus en noir et blanc, Pascal. Je ne sais pas comment on pourrait haute définition, sans perte, lossless. On ne perd jamais rien à nous écouter ça, c'est extrêmement vrai. C'est ça. Preuve à l'appui, on va parler de musique classique et on va parler de choses musicales parce qu'on le sait, on parle beaucoup de streaming et des technologies, mais là, on a un fin connaisseur de la chose musicale, un collaborateur, en fait, mon collègue au devoir, Christophe Huss, qui a écrit sur la musique classique, je pense, de façon très large, hein, pas seulement écouter à la maison, mais les concerts, ces choses-là, et a essayé en primaire Apple Classic, la nouvelle application de musique classique d'Apple. On va parler de ça, mais on va parler un petit peu plus avec Christophe. Bonjour, Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est super gentil. Ça nous permet d'élargir un peu nos horizons. Là. Ça fait du bien. On parle beaucoup de techno, là, on va parler de musique un peu. Oui. Et on va commencer évidemment avec Apple Classic. Pour le commun des mortels qui écoute de la musique et qui est intrigué par cette nouvelle application, peut-être tu l'as essayé. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, premièrement, si ça vaut la peine de l'installer? Parce que quand on est déjà abonné à Apple Music, c'est gratuit. Peut-être que c'est intéressant de ce point de vue-là, mais est-ce que de façon générale, c'est une application qui vaut la peine pour l'amateur de musique? C'est fait pour le commun des mortels, je dirais, parce que le commun des mortels qui peut s'intéresser au classique, il a du mal à se retrouver dans des plateformes de streaming, parce que l'arborescence est mal faite, c'est-à-dire que tout est réglé pour des chanteurs avec des albums et des chansons. Donc, à partir du moment où on va avec des compositeurs et des interprètes qui peuvent être un soliste, un orchestre, un chef d'orchestre, des mouvements, là, ça devient très complexe à gérer. Lorsqu'on a une base de données comme la Apple Classic, c'est-à-dire qui prend en compte tous ces différents solistes, tous les différents mouvements, on a une recherche beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. Le fait que ça soit intégré, donc Apple Classic intégré dans Apple Music, fait qu'on peut simplement aller dans Apple Classic et avoir une recherche plus précise et avoir aussi des outils, parce qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus, avec des listes de lecture qui permettent d'avoir les plus belles œuvres pour clarinette, les plus belles œuvres pour flûte, les grandes œuvres de Beethoven, les meilleurs enregistrements de Karajan, etc., etc. Donc, ils ont évidemment beaucoup travaillé là-dessus. Il y a différents types de plateformes de streaming. Il y a des plateformes plus spécialisées où les gens qui y vont
Donc, dans les plus spécialisés, il y a Idagio, qui a déjà une base de données aussi classique. Mais là, on voit que chez les utilisateurs d'Idagio, il y a 30% de gens qui savent déjà ce qu'ils vont chercher. Je ne pense pas qu'Apple Classic va sur ce public-là. Apple Classic est beaucoup plus encore dans la logique de liste de lecture. Donc, va proposer ces choses-là. Ils ont une approche où ils proposent du contenu exclusif et en avant-première. Je ne sais pas à quel point ils se créent de nouvelles musiques dans le domaine du classique. C'est sûr que ça existe encore, mais est-ce qu'il y a des nouvelles créations ou on fait surtout rejouer des chansons, des concerts déjà existants, des symphonies déjà Non, alors existantes? là, effectivement, dans les exclusivités, le sex appeal en musique classique, c'est d'avoir le plus luxueux. C'est-à-dire qu'on a engendré une sorte de star system. La musique enregistrée a engendré un star system. Donc, le star system, c'est le Philharmonique de Vienne, c'est le Philharmonique de New York, avec des grands chefs. Et dans les exclusivités Apple Classic, c'est par exemple le concert du Philharmonique de Vienne de la semaine dernière. Ah oui. Ça, vous l'avez sur Apple Classic. Et ça vise effectivement à attirer des gens aussi comme moi. Mais la question, c'est est-ce que ça va suffire? Et pour l'instant, la réponse est non. Oh, c'est un La bon point. réponse, la réponse est non pour l'instant pour deux raisons. L'aspect audio, c'est-à-dire dans quelle mesure avez-vous intégré le streaming dans votre chaîne haute fidélité? Mhm. Et c'est sûr que si vous écoutez vraiment le streaming avec des décodeurs numériques analogiques sur des enceintes, etc., c'est pas en mettant une application uniquement dans un iPhone que vous résoudrez le problème. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand même, au niveau des données, elles sont très, très bonnes, mais elles ne sont pas assez fines pour répondre à la demande des vrais connaisseurs. Ah oui. Je vous explique pourquoi. Vous avez la donnée qui est indiquée, c'est par exemple la date de publication d'un disque, qui n'a pas forcément à voir avec la date d'enregistrement. Mhm. Un grand chef comme Karajan a enregistré 5 ou 6 fois les symphonies de Beethoven, mais il l'a enregistré par exemple en 77. Mais cette version vient d'être remasterisée en 2020. Et la date qui va être marquée sur Apple Music va être 2020. Mais vous ne Ah oui. savez pas que vous entendez la version de 77 plutôt que la version de 63 ou de 83. Et ça, pour ça, il faut connaître les pochettes. Donc, il faut être un connaisseur. Donc, et la précision de ce que vous avez comme document n'est pas assez fine pour un connaisseur. Ça, c'est un point, effectivement. Il y a deux, trois éléments là-dedans. Je vais commencer par un qui est plus par curiosité personnelle, mais on parle beaucoup ici à Montréal, en tout cas pour les néophytes comme moi, on connaît Yannick Nézet-Séguin, on connaît Oui. l'Orchestre symphonique de Montréal. Est-ce qu'il va y avoir du contenu, je ne veux pas dire localisé, mais est-ce que, par exemple, la scène musicale montréalaise est représentée ou locale est représentée dans la pop classique ou dans ces applications-là? Alors, en exclusivité, pour l'instant, pas. Mhm. Mais évidemment, quand vous cherchez OSM ou Orchestre métropolitain ou Yannick Nézet-Séguin, vous avez tout ce qu'il faut parce que un des avantages d'Apple Classic, Apple Music de manière générale, c'est le vivier extrêmement vaste Voilà. Mhm. de toute l'offre que vous avez. Et si on prend des concurrents, par exemple, il y a un site qui est très connu des amateurs de classique, qui s'appelle Presto, qui est un site de vente Mhm. et qui a lancé une offre de streaming début mars. Il fallait être fou pour venir un mois avant Apple, mais en fait, c'est pas si fou que ça parce qu'ils répondent aux besoins des amateurs. Et donc, Presto, il a beaucoup moins de documents qu'Apple parce que Apple a vraiment même tout ce qui n'existe plus et chez Apple et chez Spotify. Donc, rappelez-vous au début, quand le streaming est arrivé, les différentes plateformes se battaient à coup de combien de documents j'ai. J'en ai tant de millions, 5 toi millions t'en de as tant de chansons, ben millions, oui. etc., etc., Mhm. etc. On est un peu revenu à ça, et c'est vrai que Apple Music en aura plus. Voilà. OK. L'autre partie de l'affaire, c'est une application qui est strictement sur iPhone. Donc, les gens qui veulent écouter ça sur une chaîne stéréo ou ailleurs,
ça prend nécessairement un connecteur pour iPhone. On ne peut pas le faire avec son ordinateur personnel ou une tablette ou même un Pour l'instant, système non. numérique. Là. Effectivement, pour l'instant, non. L'arrivée de l'application sur Android, la réponse est ça va arriver bientôt. Okay. Le bientôt n'est pas quantifié. L'application sur l'ordinateur, c'est ça va arriver un jour, mais le un jour n'est pas quantifié. Donc, en fait, comme je l'ai dit, écrit dans le devoir, pour l'instant, ça donne l'impression qu'on cible une clientèle, c'est-à-dire la clientèle classique qui est jugée un peu plus aisée, un peu plus éduquée, que sais-je, et on va essayer de lui vendre des iPhones et puis des AirPods, Ouais. ou bien on va dire à ceux qui ont des iPods et des AirPhones, vous avez fait le bon choix, vous êtes dans une clientèle d'élus. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. C'est pas mal la stratégie à Apple en général. Oui, mais là, est-ce que quelqu'un qui achète un iPhone et qui utilise les AirPods va tirer le meilleur du service? Il va pouvoir trouver les interprètes, il va pouvoir trouver les pièces, il va pouvoir écouter des playlists. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si les listes de lecture de meilleures pièces de clarinette vous enchantent, si vous êtes d'accord avec. Moi, quand je vois des listes de lecture meilleures chansons des années 70, souvent je me dis, voyons, pourquoi ils ont oublié telle chanson ou pourquoi telle chanson s'y trouve? Mais est-ce que quelqu'un qui a un iPhone et des AirPods va profiter, par exemple, de la qualité sonore extraordinaire, du débit supérieur et tout? Il n'entendra pas ça avec des AirPods. Je peux pas croire. C'est une excellente question. Je peux pas. J'ai du mal à croire aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à un moment donné un hiatus entre l'audiophilie Mmh. qui a toujours la qualité de la reproduction sonore dans l'histoire est toujours venue par, souvent le classique a été leader là-dedans. Quand on est passé du 78 tours au 33 et puis au CD et tout ça, on a été toujours leader. Ensuite, c'est devenu de plus en plus pratique. Les objets sont devenus plus pratiques. Et en fait, est-ce qu'on va tout entendre par les AirPods et tout? Je ne pense pas vraiment. Et on voit vraiment que ce sont deux mondes qui ne connectent pas forcément. Vous voyez l'accent qui est mis, par exemple, sur le procédé Dolby Atmos, c'est-à-dire la musique spatiale. C'est en fait spectaculaire en soi, mais je ne reconnais pas en Dolby Atmos les vrais timbres, par exemple, de l'Orchestre Philharmonique de Berlin ou de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Il y a toujours une sorte de petite coloration. Donc, si je cherche vraiment à avoir le vrai son, je vais chercher à avoir un signal 2496 ou un signal, enfin, comme peut le proposer Qobuz qui va venir. Qobuz, c'est Oui. le système de streaming qui va venir en mai au Québec. C'est le système le plus connu pour être d'une haute qualité de streaming. Ça, effectivement, ils annoncent la couleur, ils disent voilà, on va streamer en 2496 ou en 2492, c'est la meilleure qualité possible, vous l'avez dans votre ordinateur, ça passe par un décodeur numérique analogique, ça passe sur votre chaîne, vous l'entendez, point barre, vous ne pouvez pas espérer mieux. Là, vous l'avez. Là, vous avez un compromis, le meilleur possible. Vous réglez il ne faut pas oublier de régler votre iPhone sur sortie sans perte, etc. Voilà. Et là, vous donc faites tous vos réglages et vous optimisez ce qui est possible d'optimiser. Voilà. Qobuz, qui est le partenaire, qui était le partenaire caché dans Cube Musique de Québécois, en fait, qui est quand même Oui, ironique il va y avoir effectivement une alliance entre les deux. Il va y avoir du contenu Cube dans Qobuz quand ça va arriver. En tout cas, c'est ce qui avait été déclaré lorsque Cube a mis un peu la clé sous la porte là, il y a Je ne quelques sais pas si semaines. tu te souviens, Pascal, mais Qobuz a essayé une première percée au Canada il y Oui. a plusieurs années, peut-être même 10 ans, je ne sais pas, ça fait quand même assez longtemps Oui. et ça n'a pas été un gros succès à l'époque. Et Une c'était petite percée. c'était l'approche, disons, nous, on a la musique haute fidélité sans perte en diffusion. Et ce qui est intéressant de Qobuz, c'est que ça se branche même directement dans certains récepteurs numériques, comme ceux de la compagnie Blue Sound, là, qui font des récepteurs de haute Exactement. qualité. Et là est un enjeu, là est un gros enjeu parce que, et le troisième protagoniste qui est Presto en est bien conscient parce Ah que oui. lorsque tous ces appareils de type Blue Sound ou autres arrivent avec
nativement à l'intérieur, Qobuz ou Tidal par exemple, vous avez tendance à aller vers ces services-là. Donc, ça va être un enjeu, par exemple, pour le classique, pour Presto. Je dis pour le classique parce que Presto ne propose que du classique et du jazz. Évidemment, le pari de Apple Music, c'est que les gens écoutent tous les genres de musique. Donc, en fait, Apple Music est très généraliste et a, avec Apple Classic, un outil qui permet de chercher avec plus de simplicité et de se retrouver dans la forêt vierge de la musique classique. On parlait d'AirPods tantôt. C'est sûr que le protocole Bluetooth limite un peu la diffusion, la qualité de la diffusion audio et musicale. Il existe des décodeurs analogiques numériques qu'on peut brancher dans un iPhone pour brancher ensuite dans une chaîne stéréo. J'imagine qu'il doit y avoir une chaîne possible concrètement pour en ressortir le meilleur, parce qu'il y a toujours cette question, est-ce qu'entre un format MP3 de 128 kilobits ou est-ce qu'entre un format, je pense que c'est ALAC qui s'utilise, un format sans perte chez Apple, il y a une dégradation musicale. Est-ce que, j'imagine, dans le classique, ça doit être, vu la variété de sons, de sonorités qu'on retrouve et d'ambiance sonore, il doit y avoir une finesse qui se perd quand on compresse un peu trop la qualité du son, là? Ah oui, absolument, et ça s'entend. Moi, j'ai fait, pour mes articles du Devoir de cette semaine, j'ai vraiment fait des tests entre, par exemple, avec Presto, maintenant, on a du 24, 96 et 192, donc on écoute ça comme ça en streaming, et on écoute le même morceau avec soit une compression, soit un FLAC, et on a dans les timbres des instruments, dans l'aération du message, dès qu'on enlève des choses, on entend que ça n'y est pas là. Et j'ai fait les tests sur un grand orchestre, sur Ainsi parlait Zarathoustra. J'ai fait des tests sur un enregistrement d'orgue. Et c'est très marrant parce que c'est la soufflerie de l'orgue qu'on entend plus ou moins. Alors Mhm. évidemment, ça peut être un bruit qui dérange, mais c'est aussi un bruit de la vie Qui est de naturel, ben oui, l'instrument. voilà. Mhm. Voilà. Et puis on a aussi, par exemple, dans un quintet de Mozart, le timbre, le frottement de l'archet, les résonances des cordes aiguës. Enfin, c'est là-dessus que ça se crispe. Quand c'est compressé, le son se crispe. C'est Et en pour la Dolby surveillance. Atmos, le son se colore. Il y a du Dolby Atmos qui est plus ou moins, puisque ce sont des algorithmes de réduction du nombre de canaux, puisqu'on veut le mettre ensuite dans des écouteurs. Et ça, c'est plus ou moins bien fait en général. C'est pas trop mal fait, mais c'est pas tout à fait ça. Oui, la qualité, la question du mastering est toujours un problème. Le fait que les gens disent que les vinyles, et personnellement, je trouve que c'est une abomination de dire qu'un vinyle sonne mieux avec tous les bruits, les craquements et tout qu'un CD, mais ils trouvent que c'est plus riche. Mais souvent, c'est le mastering du CD qui est un problème. J'imagine que si on prend des pièces classiques et qu'on utilise un algorithme pour les bidouiller, pour que ça semble venir à gauche, à droite, ainsi de suite, évidemment, ça doit changer complètement la fidélité du rendu. Il doit avoir un gain de spatialisation, mais une perte dans la véritable reproduction sonore. Est-ce que les rendus des trucs d'Apple Music, est-ce qu'ils sont bien enregistrés? Est-ce qu'on entend justement là, des bruits parasites? Moi, je me souviens d'un enregistrement haute fidélité où j'entendais carrément la ventilation de l'immeuble. J'ai dit, ouais, c'est quoi ce bruit-là? Il dit, ouais, la ventilation, ils ont oublié de l'éteindre. On entendait vraiment la ventilation de la pièce, la climatisation de la pièce dans le morceau de musique, dans les morceaux plus, les moments plus silencieux de la pièce. Donc, le mastering, qu'est-ce que ça donne sur Apple Music? Est-ce qu'ils font mieux que les autres? Non, je pense que c'est à peu près pareil. Je n'ai pas comparé. Ce qu'il faudrait comparer, par exemple, c'est Apple Music comparé à Tidal avec le procédé MQA, mais je ne suis pas rentré là-dedans parce que je considère que Tidal avait une présence, notamment ici par l'absence de Qobuz, Mhm. mais qui, en, dans le public qui me concerne, c'est-à-dire le public classique, Tidal est rendu superflu par Presto, Hmm. puisque Presto, c'est classique et jazz, et ils font en... La qualité sonore est parfaite, et puis les métadonnées, on parlait des métadonnées, Mhm. sont tout à fait précises et c'est très bien organisé. C'est un peu comme si vous étiez dans un disquaire et tous les disques que vous voyez, vous pouvez les écouter.
Donc, c'est une logique simple et c'est pas une grosse entreprise comme Apple qui est derrière tout ça, mais ça subvient aux besoins nécessaires de l'amateur. Il y a un mois d'essai gratuit sur Apple Classic. Donc, les gens qui veulent s'initier peuvent l'essayer gratuitement et ensuite migrer peut-être vers d'autres plateformes, peut-être vers Presto s'il le faut. Ben, Ce serait quoi une trousse 101 pour partir pour l'amateur, Christophe, qui veut s'initier dans la musique classique? ah ben vraiment, Apple Classic est vraiment l'outil impeccable. C'est-à-dire qu'il y a une clarté de on vous guide très, très bien, c'est-à-dire à travers justement les différentes entrées dans les époques, dans les compositeurs, dans les artistes. Donc je recommande vraiment Apple Classic pour ça et si vous avez un iPhone, vous achetez pas un iPhone pour ça quand même? Si vous si vous avez un iPhone, si vous êtes sur Apple Music, testez cette application. Elle est bien faite, la recherche est vraiment très, très souple. Ils sont souples aussi aux petites erreurs de frappe, vous mettez un i ou un y. Ah oui. Je vais vous donner un exemple très simple. Spotify ne sait même pas ce que c'est que la musique classique quasiment. C'est-à-dire qu'ils balancent des tonnes de choses dans leur système, mais qu'est-ce qu'une insensibilité à la recherche? C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple d'un chef qui s'appelle Klaus Mekele. C'est un Finlandais et son nom s'écrit avec des trémas sur les A. Si dans Spotify, vous ne mettez pas les trémas sur les A, il va vous sortir Myriam Makeba. Oh. OK. Et donc, en fait, lorsque vous faites ce genre de choses sur Apple Classic, il n'y a aucun problème. Il sait très bien de qui vous parlez. Donc, Apple Classic comprend les choses et va vous prendre par la main. Donc, il n'y a aucun problème. Trousse 101, Apple Classic, c'est impeccable. Parfait, Si vous êtes amateur, là se posent des questions. Si vous êtes audiophile, là se posent des questions aussi. Question d'équipement principalement, mais de sources de contenu aussi, j'imagine. Ah ben oui, parce que si vous me parlez de brancher un décodeur numérique analogique à mon iPhone, je veux bien, mais il faudra me proposer de ne pas m'appeler pendant ce moment-là. C'est vrai, c'est un bon point, ça, on pense pas à ça. Et avec la prise USB-C, il n'y a plus de prise d'écouteurs 1.8 sur les nouveaux iPhones. On peut brancher USB-C, en théorie, USB-C directement dans un ampli pourrait faire l'affaire, mais il va probablement falloir justement un convertisseur pour entrer ça dans les amplis qui ne sont pas, à ce que je sache, USB-C. Les amplis USB-C doivent exister, mais doivent Non, pas il être faudrait le très, mettre dans très... un DAC. C'est ça. Et le téléphone, il n'est pas fait pour ça. C'est ça. On pourrait acheter bientôt, Merci. Pascal, un appareil pour graver des disques 33 tours à partir de sa musique sur son iPhone. Ça va régler la question. On s'assure d'avoir des disques impeccables à chaque fois, sans usure, sans craquement, sans souffle, Voilà. on pourrait les graver avec 196 kilobits par seconde d'information, la totale. Ben écoute, on va essayer ça. Merci, Christophe, d'avoir été avec nous. On a parlé de musique classique, d'Apple Classic et de toute la question de la musique numérique. En fait, à travers cette nouveauté-là, c'était vraiment extrêmement intéressant. Christophe Huss, donc chroniqueur musical pour Le Devoir de réputation qui dépasse les frontières du Québec. Merci d'avoir été avec nous. C'est très gentil. Merci. Nous, on prend une courte pause et on revient avec nos essais de produits de la semaine. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, c'est le moment le plus ludique de l'émission. Quoique là, si vous êtes comme moi, vous êtes allé enfiler vos écouteurs pour écouter un petit peu de musique classique parce que ça donne le goût, hein, sérieusement. C'est drôle parce que je parlais, et je vais faire une très courte parenthèse là-dessus, mais je parlais avec Christophe avant l'entrevue. Pour lui, son fantasme, ce serait d'utiliser une application comme Apple Classic dans une voiture comme la Mercedes-Benz EQE, qui est une berline électrique, qui a un système de son Dolby Atmos avec 30 haut-parleurs à bord. Et ce serait, semble-t-il, le meilleur environnement pour écouter de la musique classique ou en tout cas de la musique en son spatialisé, parce que les haut-parleurs sont tous là pour recréer l'environnement. Alors, j'ai envoyé un message à Mercedes. On va voir si ça va nous mener. Peut-être qu'on fera une tasse de tech à bord d'une Mercedes bientôt. Ça va Christophe n'est pas le seul. Il y a
comment il s'appelle, j'avais son nom, qui est le chroniqueur musical à Chaume FM de New Music Foundation, Claude Rajotte. Claude Voilà, Rajotte. ça a pris Ah du mon temps. Dieu! Claude Ah oui, tu Rajotte, retournes dans le temps, là. Oui, oui. paraît-il, il écoutait sa musique en voiture. Il paraît qu'il choisissait ses voitures en fonction de la qualité du système de son et de l'ambiance sonore des véhicules et qui souvent, il écoutait ses disques, il Écoute, les démarrait, il meilleurs systèmes partait, de il son sont en conduisait voiture. et il roulait. Puis Euh, avec les voitures électriques, il doit être aux anges parce que justement, tu as moins de bruit de moteur et de bruit comme ça. ouais, ça va être à suivre. Euh, Évidemment, pour pouvoir se permettre d'acheter une Mercedes, ça prend les moyens. Pour en avoir les moyens, il faut une job. Pour une job, il faut être à son affaire et productif. Et là, toi, tu as l'outil de productivité qu'il nous faut pour faire plus C'est d'argent le et être feu plus qui est en riche, n'est-ce feu pas? pour les liens aujourd'hui. Oui, le Time Buzzer, qui est un service en ligne qui permet de mesurer sa productivité, d'enregistrer quand on a du temps facturable, de Mhm. choisir, ben, c'est pour tel client, c'est pour tel service. On peut choisir ça. On peut le faire à la main, on peut le faire avec un tableau Excel, c'est très possible, mais c'est un peu ennuyeux. On oublie de le faire, on perd des sous. Ceux qui sont pigistes, ceux qui fonctionnent à l'heure, ceux Travailleur qui autonome, ben facturent oui. leur temps, c'est pas Mhm. évident. Time Buzzer, c'est un service en ligne qui offre aussi un petit accessoire connecté, un petit accessoire qu'on branche dans son ordinateur physiquement. Il n'y a pas de pile à charger, il n'y a pas de connexion Bluetooth à faire, ça se branche. Je trouve ça intéressant pour le minimalisme. On le branche, ça fonctionne tout de suite. C'est connecté à l'application et ça permet, c'est comme un bouton. C'est bien fait, là, c'est en métal, le bouton est en plastique, on appuie dessus et ça permet de choisir le client. On appuie une fois dessus pour sélectionner le client, on appuie une deuxième fois dessus pour sélectionner la tâche qu'on fait pour le client. On pourrait avoir différents types de tâches, différents services qu'on offre et notre petit bouton s'illumine de la couleur du client et je trouve ça fantastique. Donc, on pourrait décider aussi de déterminer que c'est des projets, des tâches qu'on fait, puis des sous-tâches en couleur. Mais le fait que son bouton s'illumine en orange pour le client qu'on a choisi qui est orange, en vert pour le client vert, en Mhm. bleu pour le client bleu, c'est très chouette. Et dans une belle, tout ça, c'est enregistré dans une super belle interface qui permet de mesurer le temps qu'on a passé pour chaque projet, chaque client, J'ai une puis question ensuite compiler ça. super Oui, importante monsieur. à ce stade-ci. L'interface comme telle, est-ce qu'elle permet de se brancher dans les gestionnaires de temps que certaines entreprises utilisent pour ensuite créer de la facturation automatisée, ce genre de choses? Écoute, j'ai pas exploré, mais oui, elle s'exporte dans plusieurs formats. Cependant, pour ça, il faut avoir l'option payante. Ah, Il y a des ben oui, connexions naturellement. directes. Il y a certaines Mhm. connexions directes. Je n'utilise pas de services comme ça. Évidemment, on voudrait que ça se connecte directement avec son système de facturation. Les employeurs pourraient probablement le connecter. C'est fait pour ça. On peut Mhm. utiliser Time Buzzer pour son entreprise. Tout le monde dans l'organisation, le gestionnaire peut voir les tâches qui ont été faites, puis compiler ça pour le client par la suite. Et encore une fois, c'est des fonctions qui demandent un abonnement. C'est 8 par mois. Je crois que c'est par personne. Donc, il va falloir valider. Il y a sûrement des tarifs corporatifs. Moi, je me suis concentré sur la partie personnelle, la partie productivité, simplement déclencher, avoir un rituel de productivité. On appuie sur le bouton, on détermine qu'est-ce qu'on fait. Ça facilite grandement la facturation. Il y a un tiers gratuit, si on veut, là, s'il y a une partie où on peut simplement consulter ses tâches, mais on n'a pas les options plus avancées d'exportation. Je trouve ça très joli. Un truc qui est chouette, c'est que si on veut savoir le temps qu'on a consacré, ça fait combien de temps que je travaille sur un projet, on peut survoler tout simplement, on peut approcher sa main du bouton. Il y a une détection du mouvement qui fait que l'interface apparaît sur son écran d'ordinateur et va se cacher quand on va éloigner notre main. Donc, on peut vite, vite voir, OK, ça fait 1 heure et demie, OK, c'est 1 heure, OK, ainsi de suite. Ce que j'aurais aimé, parce que j'aime ça quand je vais leur proposer, c'est sûr, je suis en contact avec le créateur, j'aurais Mhm. aimé que ça puisse clignoter après un certain temps, que ça Ah, puisse nous guider dans des mettre une périodes de limite. travail concentrées. De dire, je veux me concentrer pendant 1 heure de temps, je veux consacrer 1 heure à ce projet-là. Après 1 heure, après 55 minutes, ça se met à changer de couleur, clignoter, ce qui serait un peu l'équivalent du time cube que j'ai ici, que j'ai là. Il est où mon time cube? Il est juste devant moi. Le time cube, c'est une espèce de petit cube Mhm. qui permet de mesurer une période de temps entre 5 et 55 minutes et qui change de couleur quand le temps est écoulé. Ça ne fait pas de sonnerie sonore, Pratique, j'aime ça. beaucoup ça. Mhm. Sauf que le TimeCube est connecté à rien. C'est un outil Ah, minimaliste, tu le déclenches, tu dois manuellement l'entrer. Fait que le Time Buzzer, qui a une possibilité d'afficher changer de couleur, pourrait servir d'outil pour te dire concentre-toi pendant c'est un une bon point, heure, parce que sinon, ça prend consacre les deux 50. gadgets côte à côte, ouais. Tu
Totalement. Sinon, j'ai les 2. Un qui me dit: «Arrête après 1 heure» et l'autre qui, me dit le temps qui s'est écoulé. Je trouve Voilà. ça très, très chouette, beau produit, Combien le Time Buzzer? essayez-le. Pardon, le Time Com Buzzer, le bouton lui-même est 89 OK. américains. On espère qu'on va continuer il va continuer de fonctionner. Il y avait une compagnie qui s'appelait Scient qui faisait sensiblement la même chose, un beau bouton connecté, qui changeait de couleur, c'était superbe, mais la compagnie a cessé de le supporter. Mmh. Alors j'assume que le Time Buzzer est bien. Le petit truc qui m'embête, c'est que c'est USB, micro USB, le connecteur, c'est pas Ah, USB-C. un vieux connecteur, ouais. J'assume que s'ils mettent à jour, le logiciel, on pourrait avoir un, Mmh. USB, USB-C. USB-C qui Ouais. s'en vient dans les versions. Donc regardez ça, on peut tester Time Buzzer sans bouton. On peut se servir d'une application dans son téléphone. Ça fonctionne sur Linux, sur Mac, sur Windows. Vraiment fou. Time Buzzer, ça va chercher du temps facturable et tout. La version gratuite ne permet pas toutes les options d'exportation, mais à part ça, pourquoi pas? C'est amusant. Il y a beaucoup d'applications comme ça, il y a quelques gadgets qui existent aussi, mais effectivement, je pense que tu touches un bon point. Considérer le fait qu'on peut l'intégrer déjà dans un outil de payroll Mhm. de gestion du temps comme Asana, entre autres, mais il y en a d'autres aussi. Oui, C'est un bon oui. truc à considérer au moment de l'acheter, mais cette capacité d'avoir un objet physique aussi, il y a un rappel visuel de ce qu'on Oui, fait, l'objet ça se garde. physique, c'est ce qui est venu me chercher Mhm. parce que l'application, tu y penses, mais quand tu es perdu dans tes trucs, le fait d'avoir le bouton qui est allumé de la bonne couleur, qui nous dit que notre temps est Voilà. enregistré, ça devient subliminal, ça devient le fun. Puis je vous le dis, le travail avec un bouton quand tu démarres ton travail, moi j'enfile mes écouteurs, j'appuie sur le bouton, c'est comme un rituel qui me met dans un bon état d'esprit pour travailler beaucoup plus efficacement, travailler concentré. Go productivité, Pascal, c'est ça qu'on dit. Go, go, go! Merci. J'ai, de mon côté, essayé un bidule qui, parce que c'est la saison, on peut se remettre à courir, qui va Ben être oui, pertinent pour les gens qui veulent justement sortir dehors et fouler du pied avec une bonne semelle l'asphalte fraîchement dégagé de neige et peut-être un peu aussi de gadou et probablement de la petite roche qui est étendue mmh. dans plusieurs municipalités. Et pour justement bien courir, il s'agit de la Huawei Watch GT Runner que j'essaie de vous montrer si vous nous regardez en vidéo sur YouTube. Mmh. Pour ceux qui Euh, sont en vidéo, à côté, c'est l'Apple Watch, j'ai l'Apple Watch Ultra, effectivement, au Ultra à poignet côté. aussi, Parfait. qui était, parce il y a comme une espèce de mode en ce moment sur les montres extrêmement sportives, disons-le comme ça. Et la Runner, la GT Runner chez Huawei, c'est le modèle destiné aux coureurs très spécifiquement. Il y a différentes raisons. Moi, je vais vous donner tout de suite une raison pour laquelle j'en parle en ce moment, c'est que cette montre-là coûte 400 normalement. Elle est en spécial à 270 sur Amazon. Mmh. Huawei, on le sait, c'est une compagnie qui a de la misère à percer le marché canadien parce qu'elle n'est pas présente aux États-Unis, puis il y a plein de raisons. Ça vaut la peine juste parce qu'elle n'est pas chère. Elle a plusieurs avantages. Elle a des inconvénients aussi. Mais d'abord, c'est une belle montre qui fait 46 mm au niveau du cadran. C'est un cadran arrondi. Une belle montre très ronde, ça c'est très classique pour une montre, qui est donc compatible avec tous les bracelets 22 mm qu'on peut acheter n'importe où dans le Bracelet monde, standard, voilà. bijoutier, Amazon, peu importe. Donc, on peut lui donner. Elle vient avec un bracelet en silicone, là, qui est un bracelet sportif tout à fait correct, mais on peut lui mettre un bracelet plus lifestyle si on veut pour lui donner un autre style. Et ça, c'est universel et ça ne coûte pas une fortune, alors qu'on le sait, l'Apple Watch, ça prend des bracelets spécifiques pour la Oui, montre d'Apple. oui, Donc, ça, c'est un truc. La montre Google aussi a un problème avec ses bracelets parce qu'il faut acheter oui. effectivement le bracelet qui va avec la Pixel Watch. Donc, c'est pas tout le monde qui a compris ce détail-là. C'est une montre qui a 2 semaines d'autonomie. En fait, 1 à 2 semaines par charge. Si on l'utilise avec le GPS dans le tapis tous les jours, on va avoir à peu près 7-8 jours, une semaine Oui. d'autonomie, mais utilisation normale, on parle de 14 jours. C'est complètement fou. C'est un gros truc parce que si vous êtes très mobile, si vous n'avez pas toujours nécessairement la routine quotidienne identique à chaque jour, ben c'est pratique de savoir que je n'ai pas besoin le soir de me charger, sinon j'ai plus l'heure sur ma montre Oui, le lendemain matin. oui. Donc ça, c'est un stress qui est moins grand. Elle est animée par un logiciel qui s'appelle Harmony OS, qui n'est pas malheureusement très répandu parce que c'est strictement Huawei qui l'utilise. Donc, ça vient avec une boutique d'applications, mais les boutiques d'applications d'HarmonyOS sont extrêmement limitées, sont surtout ciblées pour le marché chinois. Donc, les applications tierces qu'on pourrait acheter dessus sont Oui. plutôt limitées. C'est une montre, évidemment, qui est moins axée sur cette partie-là de l'affaire connectée, disons, mais plus axée sur l'utilisation en mode sportif. Donc, elle est extrêmement précise sur la captation de données, rythme cardiaque, niveau d'oxygène dans le sang, capacité cardiaque, respiratoire. Il y a 5 réseaux GPS auxquels elle peut se connecter dans le monde. Donc, elle est précise partout. Ici, c'est le système GPS classique, le GLONASS en Europe.
Il y en a, en tout cas, il y en a d'autres en Asie, il y a différentes antennes. Donc, Ouais, elle est très bonne là-dessus. Comme sa batterie dure longtemps, on peut l'utiliser comme moniteur ou assistant dans les exercices qu'on veut faire de jour, mais elle peut être un moniteur de sommeil, moniteur de santé plus générale. Elle peut faire le suivi des règles là, pour les femmes qui sont intéressées. Donc, elle fait plusieurs choses. Ça, c'est assez bien. Moniteur de sommeil, celui de Huawei, je l'ai trouvé correct sans le trouver révolutionnaire. Il donne une idée de la qualité du sommeil au fil d'une nuit typique, léger, réveil, troublé, profond, ainsi de suite, qui est assez informatif, mais il y a rien sur quoi on peut actionner, il n'y a rien sur quoi on peut agir, dire ben, je vais faire ça pour corriger. Ouais. Donc, Ça, c'est une grosse lacune pour tout ce qui enregistre le Ouais. sommeil. C'est un sommeil profond, parfait, mais on n'a pas encore vraiment avancé de ce côté-là. Il y a surtout et c'est surtout parce que comme elle s'appelle la GT Runner, elle s'adresse aux runners, donc aux coureurs, aux gens qui font de la course. Et pour ça, il y a un coach intégré qui est assez le fun, qui automatise des recommandations, qui va vous bâtir un programme dans la semaine pour vous dire quand et comment courir pour vous améliorer dans le temps, sans que vous ayez à faire les calculs vous-même. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, moi, je cours une fois ou 2 jours, je fais 5 km et je pense que c'est bon. Ben, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Et basé sur l'activité générale dans une journée, dans une semaine que vous faites, que vous effectuez, le coach de la montre va automatiquement vous dire ben, demain, vous devriez aller courir et ce genre de course. Et là, vous devriez courir une certaine distance, une certaine vitesse, ainsi de suite. Donc, ça vous permet aussi parce que des fois, on veut toujours se dépasser, puis on finit par soit on se surentraîne, ou on se fatigue, ou on s'entraîne tout croche, ou on se blesse. Ben ça aide à minimiser un peu ces impacts négatifs-là. Et ça, c'est un gros plus. C'est quelque chose qui est difficile à trouver, même sur les montres spécialisées, Garmin, les montres Sunto, tout ça, une espèce d'intelligence ajoutée. Il faut donner le crédit à Huawei d'avoir pensé à ça sur sa montre. De l'offrir gratuitement en plus, parce que c'est offert sur certaines applications, mais il faut payer un abonnement avec Strava, entre autres, avec Fitbit. Voilà. Tu as des options supplémentaires. Puis je pense que même avec Apple, pour avoir les coachs, il faut que tu payes pour l'abonnement plus. Exactement. C'est peut-être d'ailleurs une des limites de la montre, c'est que la compatibilité avec ces services-là est assez limitée. On peut, je pense, la jumeler sur Android. Tout de suite, je vais vous dire, on peut la jumeler à un iPhone, on peut la jumeler à un téléphone Android. L'application Huawei Santé existe sur les 2 plateformes. À partir de là, on peut se connecter à Google Santé, je crois, l'application qui, ensuite de là, on peut se connecter indirectement à, par exemple, Strava ou à des applications comme celle-là. Strava est maintenant direct. Strava est maintenant direct. Ah bon, mais tant mieux, parce que oui, c'était tout à pas fait. le cas. Je cherchais, je m'étais mis une alerte Google. Je me disais, est-ce qu'ils vont rendre ça compatible directement avec Strava? Bon. Ça fonctionne maintenant, mais voilà, pour santé, il faut que tu fasses un petit détour. C'est pas évident d'avoir les données directement. Il y a un truc. En fait, je vais vous donner toutes les limites, puis je vais finir sur un truc que vous ne voulez pas rater. Il y a une variété de cadrans. On peut personnaliser l'affichage, mais c'est quand même généralement payant. Il faut payer 2-3 $ pour un cadran. Il y a des cadrans qui sont affreux, il y en a qui sont le fun. Il y a quelques cadrans qui sont gratuits. Donc, il y a possibilité quand même, il y a une personnalisation minimale qui est possible. Il n'y a pas d'option de paiement sans contact parce que c'est offert seulement en Chine et je pense dans certains pays en Europe. Donc, pas de wallet sur l'application ici. Ça ne viendra pas. Depuis le temps que j'achète le Huawei, ça ne viendra pas. Il n'y a pas de streaming, il n'y a pas de possibilité de diffuser, il n'y a pas d'utiliser, en fait, l'application musicale native sur la montre à partir d'Internet. Il faut stocker de la musique sur l'appareil pour l'écouter ensuite par Bluetooth sur des écouteurs. Mais, et c'est là que c'est super intéressant, si vous jumelez la montre Huawei à un iPhone, ce qui est tout à fait possible, et que vous allez sur la montre dans l'application musique, vous pouvez, à travers les réglages, downloader, télécharger sur la montre directement des fichiers musicaux qui proviennent d'Apple Music. Donc, si vous êtes un abonné d'Apple Music, vous bâtissez des playlists, des listes de lecture dans l'application sur votre iPhone, vous les stockez sur votre téléphone pour les écouter hors ligne, et à partir de l'application Huawei Santé, vous stockez ces musiques-là, ces fichiers-là, sur votre montre. Et les fichiers sur votre montre vont fonctionner même si la montre n'est pas jumelée à votre iPhone. C'est-à-dire que là, on peut vraiment stocker en mode hors ligne sur la montre des chansons qui viennent d'Apple Music, l'application de streaming. Longue histoire courte, vous n'avez pas besoin d'avoir le fichier MP3 sur votre ordinateur pour l'écouter sur la montre. Et ça, c'est la première fois que je le vois. Je ne pense pas que les montres Wear OS permettent de le faire. Évidemment, on peut le faire avec un Apple Watch, ce n'est pas un problème, mais l'Apple Watch coûte autrement plus cher. Mais on peut faire la même chose aussi du côté d'Android. Donc, c'est une façon d'ajouter une certaine valeur à la montre, c'est-à-dire qu'on peut écouter de la musique sur sa montre sans avoir son téléphone à portée de main. Donc, on peut aller courir, avoir des écouteurs, pas avoir son téléphone. Et je pense que, en tout cas, pour certains coureurs, dont moi, je trouve ça très intéressant parce que j'aime ça courir léger. Plus léger. Oui. Et c'est vraiment un truc que j'ai découvert en bidouillant un peu et j'étais vraiment agréablement surpris. Alors voilà, ça fait le tour de la montre qui, sérieusement, pour 270 $,
c'est un super choix considéré. Honnêtement, faites pas le détour. Faites le détour, regardez-la si vous pouvez la voir en personne et surtout, comparez-la parce que Fitbit ont des beaux produits, mais Oui. il y a certaines limites aussi au niveau des paiements, au niveau de la musique qui sont agaçants que cette montre-là contourne. Donc, c'est peut-être une astuce pour avoir une montre qui est à la fois intéressante au niveau technique, au niveau de la captation des données, mais aussi visuellement parce que c'est quand même une belle montre, beau format, avec un cadran, c'est-à-dire un bracelet qui peut être personnalisé à volonté, à peu de frais. C'est drôle que tu parles de la Watch GT Runner, qui est en solde, qui est une belle, belle offre. Moi, j'ai ressorti la Watch GT Pro que Huawei m'avait envoyée et je m'émerveille toujours du 2 semaines d'autonomie. Une semaine si on l'utilise un peu, alors que les gens s'émerveillent qu'Apple offre enfin 2 jours d'autonomie sur l'Apple Watch. Je trouve ça fantastique. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Merci, Pascal. On se revoit la semaine prochaine. On va remercier nos partenaires, Plan Hub, TELUS et Jura. Je vais me faire un excellent café en passant toi dans quelques minutes. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast. Merci au groupe C23. Claude Hébert à la mise en onde. Alain Mécana, on peut te voir presque partout dans Le Devoir, entre autres. Surtout Le Devoir, oui, effectivement. Dans Le Devoir. Et bref, protégez-vous aussi. Pascal, pascalforget.com, manquez pas ça. Plus d'informations sur les produits testés et tout le reste, ça vaut la peine. C'est la fin de l'émission, vous aurez compris. On prend une pause et on revient bientôt pour une autre tasse de tech. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit bye bye, à la prochaine. Salut tout le monde. À la prochaine.